Allez. Donc, merci à tous d'être là. Il y a des personnes aussi à distance. Je précise aux intervenants que c'est pas parce qu'on nous entend pas dans le son, parce que j'amplifie pas le son, sinon c'est un peu compliqué de s'entendre, qu'il faut pas parler dans les micros. Sinon, les gens à distance nous entendent pas et surtout l'enregistrement, il sera sans son. Donc, c'est bien le muet, mais ce sera pas terrible à revoir, surtout en mode podcast. Donc, merci à toutes et tous d'être présents. Hier, on a fait un focus sur la création d'entreprises. On a commencé à parler de donner du sens, d'inclusion et autres pour expliquer. Et notamment, on a parlé de RTE. Je pense qu'on pourra en reparler. Donc, je laisse Franck qui pourra placer ça dans les conversations. L'objectif de la journée d'hier, Create Work, donc création, développement d'entreprise. Aujourd'hui, Happy Work, on a pris un nom assez large parce qu'on va parler de RH, de RSE, de management. Donc, il y a plein de mots, on va dire, qui existent sur tous ces sujets-là, donner du sens. On a aussi mis le mot inclusion dans le texte. Alors, c'est pas forcément que l'inclusion, on va dire, spécifique, sociale ou handicap ou autre. C'est vraiment de parler d'inclusion globale. Parce qu'on se rend compte, avec l'effet du Covid, et on en parlera, qu'il y a eu quand même beaucoup de changements, ou en tout cas des personnes qui ont pris certaines consciences aussi, parce qu'ils ont eu du temps à réfléchir, de se dire qu'aujourd'hui, quand on gère une entreprise, on manage des collaborateurs, des collaboratrices, en dehors de donner du sens et autres, c'est d'inclure tout le monde. Et dans cette inclusion globale, on va parler autant de management que de l'inclusion de handicap, que des gens qui sont un peu différents aussi ou pas forcément avec les mêmes compétences. Et grâce notamment au digital, on va pouvoir les aligner et leur donner on va dire des outils qui vont leur permettre de s'adapter en fait à l'évolution des entreprises, hein, parce que notamment si on parle d'IA, tout le monde n'est pas aujourd'hui amène à le gérer, alors que ça s'adresse à tout le monde et au contraire, ça s'adresse même aux gens qui sont moins capés au niveau numérique notamment. Donc on va parler de beaucoup de mots. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous dire que cette journée, on constate que 2024, c'est compliqué pour les événements ouverts. Donc, on a décidé de la décomposer tout au long de l'année jusqu'à 2025 pour faire, et on espère qu'en 2025, les événements ouverts reprendront comme en 2023 où on avait eu la petite pause 2022 pour faire une grande journée les 12 et 13 juin, toujours 12 créations d'entreprises et 13 autour de ces aspects RH, RSE management. Mais la journée, au lieu de monopoliser tout le monde pendant une journée, on va la décomposer en plein de petits formats, ateliers et autres, présentiels et distanciels. Et donc aujourd'hui, on ouvre vraiment sur le positionnement global de cette inclusion, autant RH, RSE et management. Comme on est poli et qu'on a deux femmes, on va laisser Amandine commencer à se présenter. Vas-y, prends le micro qui est en face de toi. Donc, bonjour à tous. T'inquiète, tu n'entendras pas le son, c'est normal. Parfait. Donc, tout va bien. Donc, moi, je m'appelle Amandine Rovert. Je suis aujourd'hui formatrice et consultante en développement durable et en transition écologique. Je suis historiquement quelqu'un du marketing et de la communication, digitale aussi beaucoup. Et donc, je suis amenée à travailler sur les politiques RSE en interne jusqu'à travailler sur le marketing et la communication responsable. Merci Amandine. Et avec Amandine, notamment qui est chez Edutopia, on a fait beaucoup de fresques sur nos deux lieux, à Aix et Marseille, et on continue d'en faire. Je crois qu'il y en a eu le 27 juin. Donc, merci à toi Amandine. Isabelle. Bonjour, donc Isabelle Moron. Alors moi, j'ai 20 ans d'expérience dans la santé. J'ai été psychomotricienne en libéral, chef projet. J'ai aussi travaillé dans une start-up. Et aujourd'hui, je fais de la formation et facilitation en intelligence collective sur les sujets spécifiques de handicap, d'inclusion et de la place des salariés aidants. Et je suis là aussi parce que je suis membre fondateur de l'association Solaire, laboratoire de créativité, qui déploie des ateliers fresques jeunesse et handicap et des événements inclusifs à la journée, justement pour inviter les personnes à agir sur ces sujets. Voilà, merci. Merci Isabelle. Je laisse. Ok, donc bonjour à tous. Moi, je m'appelle Olivier Christol. Donc, après un parcours de 20 ans dans l'industrie en tant qu'ingénieur, chef de projet et manager dans l'informatique, donc maintenant, ça fait 10 ans que je suis coach, formateur et facilitateur en intelligence collective. J'interviens dans les entreprises dès qu'il y a des problèmes de cohésion d'équipe ou dès qu'il faut développer la performance individuelle ou la performance collective.
En gros, les entreprises que j'accompagne, c'est souvent des PME qui sont avec des problèmes d'efficacité collective, des besoins de trouver des nouvelles méthodes de fonctionnement et former les managers aussi aux innovations managériales. Merci Olivier. Christian? Bonjour, Christian Delfondo. Je suis consultant et coach. Je suis spécialisé sur le mental et les émotions. Et avant, j'avais un parcours en entreprise, plutôt en cadre dirigeant, spécialisé dans la transformation du fonctionnement. Voilà. Et aujourd'hui, j'interviens auprès des dirigeants pour les aider à travailler la problématique émotionnelle qui se cache dans les problèmes business. Voilà. Merci Christian. Franck? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci, merci Vincent pour l'invitation. Franck Arrojo, donc je suis actuellement dirigeant de l'Accélérateur M, qui est une structure qui accompagne des startups, mais pas que. On accompagne aussi des corpos, des PME, des institutions publiques vers l'innovation. Et auparavant, bien depuis début 2000, je travaille sur cet écosystème et ce territoire, essentiellement sur l'entrepreneuriat, l'innovation, le financement et la coopération. Merci Franck. Et Franck nous parlera notamment pour adapter les collaborateurs sur la formation autour de l'innovation. Donc, ce serait important de voir aussi, et on parlera de ce sujet de formation, qui est un vaste sujet entre le présentiel, le distanciel, le e-learning et autres, comment, et surtout le désir des collaborateurs et des entrepreneurs à former managers, à former leurs équipes. On va parler beaucoup de sujets différents qui vont partir un peu dans tous les sens. On va essayer d'être un peu, on va dire, logique. Donc, quand on parle de RH, des RSE et de management, bon, les RH, ça fait des années que ça existe, plus ou moins bien dans les grandes structures ou les petites structures, hein. Les petites structures, c'est plutôt les patrons ou des managers, et dans les grandes structures, c'est des services RH. Pour l'avoir vécu aussi dans des grandes structures, bah, des fois, les services RH, c'est pas forcément tout le temps des experts RH parce qu'ils peuvent évoluer dans d'autres domaines après. Donc, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur ces sujets-là. Si on peut l'extrapoler, ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu dans l'informatique entre les DSI, on va dire, qui étaient très administratifs, techniques et qui deviennent de plus en plus opérationnels et qui sont intégrés dans l'organisation des entreprises. Et on voit que les DRH commencent aussi à l'être, même si par rapport aux DSI, ils sont un peu décalés parce qu'on a encore des DSI administratifs et qui ne sont pas encore totalement intégrés dans l'inclusion globale de l'entreprise et dans le développement de l'entreprise. Donc ça, c'est des sujets importants. Et donc, ça touche le management. Mais tout ça vient un petit peu on va dire, de la RSE au début très réglementaire. Et aujourd'hui, on le voit, ça commence à se mettre en place, à s'animer, et pas forcément que de manière réglementaire. Donc, je pense qu'il peut être intéressant, c'est de faire un focus un peu sur cette partie RSE qui est très, très large, en fait, hein, qui touche à beaucoup d'éléments, volontaires ou involontaires, réglementaires ou pas réglementaires, parce que tout évolue assez vite. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la main sur cette partie RSE. Peut-être Amandine, toi qui accompagne là-dessus sur différents items, un peu nous donner un peu une vision d'aujourd'hui, on va dire qu'il y a la RSE très réglementaire et aujourd'hui un peu où on en est globalement entre les petites et les grandes entreprises. Alors, c'est vrai que la RSE, c'est un sujet qui est très transversal et qui a l'avantage de pouvoir donner une perspective d'une entreprise du futur, c'est-à-dire de celle qui va intégrer le climat, le social, le sociétal, c'est-à-dire être une entreprise qui va avoir un rôle dans la société et qui n'est pas que faite pour générer du business et surtout de l'argent en permanence, c'est surtout pour aussi développer une dimension un peu supérieure. De ce fait, c'est un sujet qui peut être un peu décorrélé du quotidien des collaborateurs qui se disent c'est très conceptuel, finalement c'est très direction générale ce sujet ou RH, mais nous on ne voit pas comment on peut adapter ce sujet. Donc souvent, on est obligé effectivement d'apporter l'expertise de la connaissance de ce que c'est que la RSE
par une espèce de démystification. C'est quoi la RSE? C'est aussi aller au-delà des éco-gestes qu'on peut faire en faisant du télétravail, du covoiturage, du tri dans les entreprises. C'est aller peut-être plus loin sur le bilan carbone, c'est aller un petit peu plus loin sur qu'est-ce que je peux faire dans mon écosystème de fournisseurs, clients, etc. et ouvrir un petit peu le champ des possibles sur les autres. Et parce qu'on fait ça, du coup, on transforme un peu son métier, on transforme un peu sa façon de faire. Et c'est comme ça qu'après, on peut se l'approprier à soi. Et donc, c'est vrai qu'au départ, la RSE, elle faisait un peu peur parce qu'elle est venue par les grands comptes qui étaient imposés de par la réglementation. Et les entreprises de petite taille se disaient, ça ne vient pas chez nous. Sauf que les grands comptes et les donneurs d'ordre du secteur public commencent à être obligés de mettre dans leurs critères de sélection des éléments liés à l'environnement et au climat ainsi qu'à l'inclusion. Et petit à petit, les entreprises s'aperçoivent que pour répondre à ces appels d'offres, il va falloir être aligné. Donc, les dirigeants aujourd'hui sont un petit peu plus intéressés par ces sujets, d'autant plus que la plupart du temps, des collaborateurs ont déjà avancé eux-mêmes dans cette démarche et sont plutôt OK pour y aller en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement des entreprises qui étaient un petit peu en démarrage s'aperçoivent que non, il faut aller un petit peu plus loin et que peut-être ça peut aussi embarquer tout le monde et pas que quelques-uns, ça permet de rassurer aussi et d'être plus pragmatique. Tout à fait. Et puis en plus, il y a certaines entreprises qui se rendent compte qu'ils en faisaient de la RSE sans le savoir vraiment parce que c'était dans leur engagement naturel et qu'il faut on va dire le rendre plus visible, pas forcément de manière de communication, mais réaliste au niveau des collaborateurs. Et c'est notamment ce qu'on a vécu avec le Covid, c'est-à-dire donner du sens. Et la RSE peut en permettre. Et notamment, Christian aussi, quand tu parlais d'émotion, voilà, on est sur la frontière entre des éléments factuels et des éléments non factuels. Et je pense que ça peut être bien que tu nous fasses un petit focus entre cette passerelle, on va dire, très réglementaire au démarrage ou d'engagement, on va dire, naturel de collaborateurs ou d'entreprises, mais qui n'est pas forcément ordonné. Mais derrière, il y a quand même donné du sens et il y a de l'émotion aussi dans la gestion en interne. C'est-à-dire que sans sens, on a du mal à avancer. Voilà. Et donc, on va avoir du mal à suivre son leader. Et si le leader ne donne pas la bonne direction et n'a pas le sens et la bonne gestion au niveau émotionnel, ça va être un leader toxique en plus. Donc, pour embarquer nos équipes, pour leur mettre de l'engagement, il faut qu'ils aient du sens dans leur travail. Il faut qu'ils prennent plaisir à faire des choses. Voilà. Sans prendre plaisir, ça ne marchera pas. Je crois que c'est Steve Jobs qui disait que c'était certainement plus sympa d'être un pirate qu'un marin. Voilà. Donc, en fait, le sens est absolument essentiel dans l'entreprise pour l'être humain. Et quant à la partie émotionnelle, comment vous dire, nous sommes des êtres d'émotion. Donc, vouloir mettre le couvercle sur ces émotions, c'est une aberration. Vouloir les gérer, c'est une aberration. Il faut savoir leur donner rendez-vous, savoir les écouter. Et par contre, quand on est en direct, il faut savoir diminuer son intensité émotionnelle pour pouvoir retrouver tout son potentiel cognitif. Voilà. Merci Christian. Olivier, on utilisait le mot inclusion, on entend souvent sur le côté social, mais si on prend la suite de Christian sur le côté émotion, il y a aussi comment les impliquer en utilisant certaines techniques aussi, parce qu'on on dire il n'y a pas d'école vraiment de l'entrepreneuriat et même voire du management, on va dire qu'on en apprend dans les écoles de management, mais peut-être pas forcément dans l'émotion ou dans la gestion vraiment des équipes de manière aussi poussée. Toi, tu travailles beaucoup sur beaucoup de techniques, alors que certains ont vu du disque ou autres techniques dont tu vas nous parler. Est-ce que tu peux nous expliquer, en dehors de cette gestion du sens, de l'émotion, des éléments, des outils qui permettent aux managers, aux chefs d'entreprise d'impliquer un peu plus et d'inclure donc tout le monde dans cet engagement global et faire que tout le monde avance dans le même sens? En fait, moi, ce que j'ai remarqué globalement, c'est que pour impliquer les gens, il faut qu'il y ait un projet d'équipe, un projet dans lequel chaque personne y trouve du sens, y trouve une place. Et globalement, les projets qui sont partagés par une équipe et qui ont des dates butoirs, et avec un petit peu de pression, comme par hasard, c'est des projets où les gens vont tous s'impliquer et tous travailler dans la même direction. Souvent, ce que je prends comme exemple, c'est les projets dans l'événementiel. Par exemple, aujourd'hui, il y avait un événement, je pense que tout le monde s'est mobilisé parce qu'il y a un événement avec une date butoir et que la date butoir, tu ne peux pas la décaler. Donc, en fait, c'est de se dire que le dirigeant ou le manager, s'il arrive à partager un projet qui plaît aux gens avec des dates butoirs,
avec vraiment la sensation de contribuer à quelque chose, eh bien, les gens vont se mobiliser autour de ce projet-là. Ensuite, en termes d'inclusion dans l'entreprise, moi, ce que je remarque vraiment dernièrement, c'est la difficulté des managers à recruter les nouvelles générations. Donc, en fait, ce n'est pas un sujet tabou, hein, mais c'est de se dire, finalement, les nouvelles générations, comment on fait pour les inclure dans l'entreprise? Il y a deux comportements. Il y a les managers qui vont changer et qui vont améliorer, aménager l'environnement pour pouvoir les accueillir. Et puis, il y a ceux qui se disent, bon, finalement, ils nous embêtent. Et à partir de maintenant, on va recruter que des gens qui ont plus de 40 ans. Donc, ça peut être une solution, une stratégie. Par contre, sur du long terme, j'ai peur pour eux, quoi. C'est-à-dire que dans 10 ans, leur boîte, il n'y aura que des gens de 50 ans et il y aura en plus encore plus nouvelles générations qui vont vouloir revenir dans cette entreprise, qui vont voir des modes de fonctionnement complètement à l'ancienne et dans lesquels ils ne se reconnaissent pas du tout parce qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de valeur. Et en fait, ils vont avoir une entreprise qui est vieillissante qui, pour moi, va bientôt mourir, quoi. Voilà, donc c'est super important à un moment de travailler aussi sur cet environnement-là pour accueillir les nouveaux. Tout à fait. Et puis, comme on le dit, tu parles des générations, mais en fait, on se rend compte quand même que, quelles que soient les générations, on va dire, les nouvelles générations aussi transmettent des choses que, on va dire, les générations plus anciennes commencent aussi à bien maîtriser. Et notamment, si on parle de gestion de temps, on se rend compte quand même qu'il y a des personnes qui gèrent différemment leur temps. En tout cas, sur cet équilibre, on va dire, engagement, travailler et vacances, et même des anciens, entre guillemets, s'adaptent très bien au mode de fonctionnement de certaines générations qui savent basculer rapidement d'un univers à un autre. Et donc, c'est vrai que les outils que tu utilises, ça permet aussi de comprendre chacun et de savoir où les placer ou comment les mettre dans leur engagement. Et ça, c'est hyper, en dehors de l'émotion, hyper important de savoir leur effet de levier. Exactement. Et après, il a cité Steve Jobs. Il y a une autre citation que j'aime bien de Steve Jobs. Il dit, ça n'a pas de sens d'embaucher des gens intelligents et leur dire quoi faire. En fait, il dit, on embauche des gens intelligents pour qu'eux nous disent quoi faire. Donc, ça veut dire aussi, en termes de management, c'est un changement d'état d'esprit. C'est au lieu de venir avec des solutions, bah, en fait, je viens avec des problèmes. Je partage des problèmes à mes collaborateurs en leur disant, bah, les gars, il faut trouver une solution. Donc déjà, le fait, je ne sais pas vous comment vous fonctionnez, mais moi, les boulots où j'ai été le plus engagé, c'est quand on me demandait d'utiliser mon intelligence. Si je suis juste un exécutant, ben, je vais être motivé pendant 6 mois et après, ça passe. Maintenant, si je vois qu'on me fait confiance, qu'on me confie des projets et que je dois réfléchir et que je dois produire quelque chose, c'est ce qu'on retrouve souvent dans l'entrepreneuriat, c'est on a un plaisir à développer quelque chose, quoi, et à réfléchir sur un sujet, quoi. Donc, en fait, ça, en termes d'engagement et de motivation, c'est énorme, quoi. Ah, tout à fait. Après, tout le monde a pas envie forcément de s'engager non plus. Voilà, et tes outils notamment, enfin les outils que tu mets en place et qui te permettent d'accompagner les entreprises permettent aussi de savoir que il y a des personnes qui sont plus des exécutants ou en tout cas qui veulent fonctionner de telle heure à telle heure avec des grandes lignes et des cadres pas forcément hyper serrés comme on les avait à l'ancien temps, mais voilà. Donc c'est vrai que derrière, il faut aussi s'adapter à ces nouveaux managements, voire même par rapport à des différents types de compétences, d'aller les former et d'adapter ça à chacun. Complètement. Alors, c'est vrai que je pense que tu fais référence à ce qu'on appelle les styles sociaux ou les profils comportementaux. En fait, il y a des outils qui permettent de mieux comprendre, en tout cas de comprendre rapidement comment fonctionne une personne. En tant que manager, je vais pouvoir m'adapter à mon collaborateur et je vais surtout pouvoir le mettre dans un environnement qui lui correspond. Et ça ne veut pas dire qu'on est enfermé dans des cases, mais ça veut dire qu'on a quand même un naturel, on a quand même des compétences naturelles et que si on les utilise dans le bon environnement, eh bien, on va performer. Donc, c'est aussi un outil, en effet, qui permet rapidement, on parle du modèle DISC, hein, je pense, la référence, c'est ça, c'est de se dire, en fait, on utilise des outils qui permettent rapidement de comprendre comment fonctionne une personne et puis d'arriver à en faire ressortir le meilleur. Et donc, en termes d'engagement, c'est super intéressant parce que la personne va pouvoir donner le meilleur d'elle-même. Et quand on donne le meilleur de soi-même, on est content, quoi, et on est engagé. Merci Olivier. Franck, toi qui est là depuis quelques années sur notre territoire, tu as eu beaucoup d'évolutions dans les entreprises parce que tu as quand même accompagné à la Chambre de commerce beaucoup de création d'entreprises, tu as accompagné aussi des développements d'écosystèmes, notamment Made in Soft, et bien d'autres, même des gens qui n'existent plus, des assos qui n'existent plus, voire d'autres qui ont changé de nom. Mais en tout cas, tu as vu un peu cette évolution-là. Est-ce que tu essayes aussi d'appliquer maintenant à l'accélérateur M pour s'adapter, on va dire, aux entreprises, aux startups, en leur parlant d'innovation et en les accompagnant à cette transformation, notamment?
et tu as décidé, en dehors de faire les ateliers qui accompagnent classiquement, à lancer quand même des programmes de formation. Est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ce qu'on vient de dire déjà voilà, dans l'inclusion, dans la montée en compétences, quelles sont tes réflexions et pourquoi tu en es arrivé à proposer de la formation? C'est tout en Pas en 1 heure, hein, par contre. évidemment. Donc tout ça en 20 secondes, c'est ça? Alors, de dire quand même, et puis il y en a un ici autour de la table qui nous connaît bien, parce que Olivier est venu aussi coacher chez nous, de dire qu'à l'accélérateur M, les programmes, en tout cas les accompagnements qu'on a testés, expérimentés, reposaient sur une logique de conjugaison de talent et d'intelligence à accompagner les projets. Et j'aime beaucoup la notion de temps fini des projets. Quand on se met cette pression de la deadline qui va bien. Sauf que dans l'entrepreneuriat, c'est jamais fini. Et donc là, ce qu'on a, nous, décidé de faire, c'est de tester un modèle à 3 bandes, ou à 3 intelligences, ou à 3 types d'accompagnants, qui sont les coachs, les mentors et les experts, avec des prérogatives bien précises. Les coachs, on en a un minima 2, peut-être plus, mais ici on en a un minima 2, eh bien, les coachs sont là, non pas pour expliquer comment il faut faire dans les process de la création de son activité, de son développement et autres, même du recrutement. C'est plutôt essayer de comprendre qui on est, quelles sont nos forces et nos faiblesses, essayer de travailler sur ses faiblesses, renforcer ses forces, et surtout établir finalement les valeurs qui sont les siennes, bien les nommer, pour être certain de pouvoir les partager et surtout de s'aligner avec ceux avec qui on va partager un bout de l'aventure. Bon, j'ai essayé de faire court, mais en gros, c'est ça. Et donc, le coach chez nous, ben, il est central, il est même obligatoire. C'est-à-dire qu'un projet d'entreprise qui veut se constituer chez nous, il est obligé de passer par la case coaching. Les experts, ce sont les outilleurs. Ce sont ceux qui arrivent à des boîtes à outils, des techniques, des méthodes. Alors, pas les disques ni autres, hein. J'y reviendrai sur ces outils propres au coach d'ailleurs. Ils vont montrer comment on fait. D'accord? Et là, bah, ils ne vont pas faire pour. Ce n'est pas des consultants, c'est pas du conseil, c'est vraiment de l'expertise. Et enfin, le mentor, c'est un grand frère, une grande sœur, un parrain, une marraine, qui va partager 2 choses essentiellement, qui sont l'expérience et le réseau. Voilà ce sur quoi on a basé finalement et construit les programmes d'accompagnement. Les programmes, parce qu'aujourd'hui, ils n'existent plus en tant que programme, c'est plutôt des microservices et on a des tiroirs, on ouvre les tiroirs et on consomme, toujours en ayant en tête que le coach, de toute manière, il est incontournable. Le coach, chez nous, l'outil qu'on lui a proposé d'utiliser, c'est l'outil FAIR. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a le DISC, il y a le MTI, il y a le Predictive Index, il y en a tout plein. Bon, nous, on a décidé de prendre le FAIR, conjugué au barrette aussi, parce que le leadership est très important. Une organisation sera dynamique si elle repose essentiellement sur une culture qui est stimulante et sur une stratégie qui est établie. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de dynamisme dans l'organisation. Et une entreprise qui plus est naissante et qui se veut innovante, puisqu'on parle de start-up, eh bien, elle a tout intérêt à être la plus dynamique qui soit. Et bien là, l'outil FAIR permet de cartographier, de créer un Polaroid, un instantané, des majeurs en capacité entrepreneuriale du porteur, voire des porteurs, quand ils sont plusieurs, parce que souvent, c'est une pluralité d'associés. Et là, c'est là qu'interviennent les alignements. Les alignements. Après, pour revenir à la formation et à ce qu'on avait dans les tiroirs, on a essayé plein de choses. On a eu cette vague du pré-boarding. Nous, on s'est dit, tiens, du onboarding, pardon, du onboarding. Alors, l'onboarding, pardon pour les anglicismes, hein. Onboarding, c'est comment un nouveau collaborateur, on l'embarque dans cette aventure. C'est pas juste lui filer un ordinateur et un mobile et dire, voilà, tu as un bureau là, tu veux t'asseoir et travailler. Non, c'est pas que ça. C'est effectivement partager toute la culture de l'entreprise, essayer de bien comprendre. Et j'adore aussi cette intro en disant, en citant Steve Jobs, venez apporter votre intelligence et venez résoudre des problèmes. Vous n'êtes pas simplement des exécutants. Après l'onboarding, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de faire du pré-boarding. Alors, le pré-boarding, c'est vraiment des mises en situation avant l'embauche, qui permet d'ailleurs de sélectionner les shortlistés. Mais on s'est planté. Compliqué de faire du pré-boarding. Et puis enfin, on s'est dit, mais aujourd'hui, les compétences, elles sont aussi autant soft que hard. Le hard, logiquement,
l'école, avec un grand E, si elle a bien fait son job, je dis bien si elle a bien fait son job, Si elle n'est pas trop décalée dans- en principe, elles sont là, mais il faut continuer à les développer, mais elles sont là. C'est les softs qu'il faut développer. Et là, dans les us et coutumes aujourd'hui de la formation, eh bien, cette nouvelle génération qu'on a déjà évoquée, je pense qu'on va encore l'évoquer au fil de ce débat, eh bien, elle est déroutante. Pourquoi elle est déroutante? Parce que l'auto-formation fait partie de son ADN. En fait, elle s'auto-forme avec des tutos déjà depuis des moments. Euh, Tenez-vous bien, elle se forme même sur du TikTok, hein. Imaginez l'aberration. Non, mais il y en a qui le font comme ça aussi. Ils le font comme ça, je vous jure. Sur des cryptos, par exemple, j'en vois qui viennent nous voir et nous dire, bah, vous savez, je me suis formé à la crypto là-dessus, quoi. Et ça fonctionne. Euh, Nous, on a fait l'option de passer par ce qu'on appelle les micro-learning. Donc, le micro-learning, c'est des pastilles de formation très courtes. Ça va entre 20 minutes et 1h15, 1h30, max. Ça se consomme en auto-formation, donc ce qu'on appelle l'asynchrone ou le offline. Et en mode blended learning, c'est comment on va les assembler. Donc, et comment on va mixer du présentiel et du distanciel, du synchrone et de l'asynchrone. Et c'est ce en quoi on essaie d'opérer une certaine magie pour que finalement les soft skills puissent se développer grâce à des modules, des contenus, pas des modules, des contenus qui se veulent originaux, mais qui ne correspondent jamais de toute manière à 100% du besoin. Ça, je tiens à le dire. Merci Franck. Oui, oui, Isabelle, vas-y, vas-y. N'hésitez pas à rebondir. J'essaie de donner une ligne, mais si vous avez Ouais. des trucs intelligents à dire, n'hésitez pas à rebondir. Je rebondis parce que c'est vrai que tout ce qui a été dit, je valide. Et sur les sujets de handicap et place des salariés aidants, on est aussi sur ces besoins de sens, effectivement. Les personnes ont envie, hein, c'est des approches centrées sur la personne avant tout. Et là où je voulais rebondir justement, c'est que pour les salariés aidants, il y a aussi cette notion, le travail, c'est aussi d'être avec d'autres personnes. Et donc ça, c'est aussi comment on valorise le travail des personnes sur place, mais il faut prendre aussi cette notion d'être avec, voilà, cette approche centrée sur la personne. Et pourquoi je voulais rebondir sur les aidants, c'est quand même qu'en 2030, il y aura un salarié sur 4 qui sera un aidant familial et qu'il y aura quand même à réfléchir aussi sur comment on accompagne les personnes dans les entreprises pour qu'elles continuent à être performantes, pour qu'elles puissent encore s'épanouir. Et donc, c'est tous les modèles au niveau de l'entreprise qui sont quand même à repenser. Et le handicap, c'est pareil, hein, il y a des lois qui demandent aux entreprises d'embaucher plus de personnes en situation de handicap. Il y a quand même 12 millions de personnes en situation de handicap et ça reste le premier motif de discrimination en France, hein, quand même, le handicap. Et c'est pareil, ça amène, on parlait de la diversité des regards sur l'innovation. Il faut aussi les inclure parce qu'ils ont une approche du monde et un regard qui est aussi particulièrement pertinent et qui peut être très innovant et qui va ouvrir des nouveaux marchés parce qu'effectivement, l'entreprise, ça va donner du sens aux collaborateurs parce qu'il y aura des valeurs, normalement, hein, de la RSE et tout ça. Ça peut permettre d'ouvrir des appels à projets et ça peut aussi permettre d'innover, d'imaginer des choses qui n'existaient pas. Les lunettes de soleil, à la base, ça venait pour des personnes qui étaient malvoyantes. Maintenant, on a tous nos lunettes de soleil. On est tous en train de taper sur nos claviers. Les claviers, ça venait parce que les personnes avaient du mal à communiquer. Donc, vraiment, inclure aussi les personnes en situation de handicap, c'est un vrai atout pour les entreprises et on a tendance à l'oublier. Voilà, merci. Je te remercie, Isabelle. J'allais venir au handicap parce qu'on a fait exprès, même si on parle d'inclusion au sens large, voilà, de t'avoir au moins pour donner un focus sur, on va dire, sur une catégorie bien spécifique. Quand on entend d'inclusion, on ne voulait pas faire que du social pour du social parce que ça devient de plus en plus large. Mais le handicap, quand même, c'est un gros focus. Mais avant de vraiment de pousser là-dessus, et tu le disais, l'accompagnement, la formation, c'est des choses, et Franck le disait aussi, où on voit l'évolution, et notamment ces jeunes générations, mais même les anciennes, hein, qui s'adaptent à ça, à proposer des formats qui ne sont pas forcément les formats à la française, OPCO, 7 heures ou 14 heures d'affilée. Mais par rapport on va dire, aux moyens des entreprises, il faut quand même qu'on arrive à proposer des choses qui rentrent dans ce cadre-là. Donc, ce qui est plutôt, on va dire, dans une phase intermédiaire en ce moment, très compliquée entre du e-learning avec du présentiel ou de la visio. On se rend compte quand même que tous les acteurs, et notamment sur le territoire, on est de plus en plus à proposer des accompagnements autour des transformations et de la formation. Et que clairement, aujourd'hui, on va dire, si on parle de présentiel ou de full distanciel, ça ne marche pas.
Clairement, les entreprises, c'est très difficile d'aller référencer une formation qui n'est pas de base référencée comme une formation Excel. Les RH ne sont pas du tout adaptés à s'adapter aux opérationnels et fonctionnent vraiment de manière très administrative. Combien tu vas en former? Est-ce qu'on va la réglementer ou pas? Voilà. Donc, on va dire qu'on est dans cette phase intermédiaire où il va falloir faire changer les choses, quels que soient les formats, que ce soit en manière opérationnelle, transverse, de valeurs humaines, émotionnelles, RSE, voilà, en dehors du réglementaire, il va falloir quand même qu'on transforme la formation en entreprise pour qu'elle s'adapte à chacun, et notamment si on veut inclure. Et en plus, selon l'évolution des personnes, parce que il faut adapter tout ça. Et puis si on veut être agile, les compétences qu'on apprend à l'école, avec un grand E ou pas avec un grand E, elles s'éloignent de plus en plus et surtout, ça bouge énormément, hein. Si on parle juste d'IA, depuis septembre, ceux qui se sont formés en septembre et aujourd'hui, les outils ils ont largement évolué. Et donc, ça veut dire que même si on est bien formé, il va falloir se former très, très rapidement de manière continue. Je voulais faire une petite ouverture sur ce qu'elle vient de dire pour ouvrir le champ sur l'accessibilité. En numérique responsable, par exemple, on dit aux ingénieurs, quand vous développez des sites Internet, quand vous développez des applications mobiles ou des interfaces utilisateurs, pensez toujours à avoir des contrastes pour que les gens qui sont malvoyants, et ce n'est pas forcément des gens qui ont un déficit très fort, mais des fois, on a affaire à des gens qui sont simplement daltoniens, qui ne le disent jamais dans les entreprises et qui ne l'expriment pas forcément, mais en fait, juste en ayant un contraste plus fort sur des applications électroniques, permettra à l'ensemble des collaborateurs qui les lisent de se sentir à l'aise. Donc, il y a des techniques, on va dire, à la fois dans le numérique, aussi bien sur des plateformes LMS qu'on appelle en fait des plateformes spécifiques pour la formation, comme nous en marketing com, quand on s'en sert sur nos outils, comme on peut s'en servir juste avec les développeurs pour leur dire forcer les contrastes pour pouvoir avoir toutes les personnes qui soient capables de les lire, simplifier aussi vos interfaces qui sont toujours compliquées pour des gens qui ont un petit peu de mal à comprendre les logiques de parcours jusqu'au dernier clic. Et donc, quand on fait de l'accessibilité en numérique responsable, on s'aperçoit qu'il faut simplifier en fait les choses pour qu'on puisse à la fois être accessible aux gens qui ont ces différents déficits, mais aussi pour finalement, on s'aperçoit la plus grande simplicité, ça plaît à tout le monde et on a un petit peu plus de plaisir à être sur des interfaces utilisateurs qui ne sont pas ultra compliquées, mais qui permettent d'être fluides et qui aident, on va dire, à se sentir un peu mieux avec le digital, ce qui n'est pas toujours le cas au démarrage. Oui, et puis en plus, le digital, c'est quand même un outil qui peut s'adapter avec juste son ergonomie à chacun, en dehors des handicaps. Selon les compétences, les niveaux de droit et autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'un des outils, l'IA aidera encore plus, qui va nous permettre à ne pas avoir trop de dichotomie entre chacun. Donc, donc là, la formation, comme je le disais, ça doit évoluer, ça va évoluer. Par contre, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, on va espérer qu'on puisse travailler de manière collaborative aussi pour proposer des choses, parce qu'on a beaucoup d'experts en local et on se rend compte que la tradition des grandes structures, c'est quand même d'aller demander à un organisme de formation à Paris pour finalement avoir un formateur à Marseille ou à Aix qui vient former une boîte marseillaise. Donc ça aussi, il va falloir que les entreprises changent à ce niveau-là, et notamment la partie RH. C'est tout un ensemble, hein, autant en collectivité qu'entreprise et autres, hein. Il y a un ensemble de choses, de passerelles aussi à créer avec les écoles. Donc c'est un vaste sujet. On fera un focus sur ce sujet-là en particulier. Avant de revenir aux émotions autres, j'aimerais que Amandine et Franck, tu commenceras, tu nous expliques le RTE. Parce qu'on là, on a parlé de l'inclusion globale des collaborateurs et autres, mais que tu nous fasses un peu une transposition, comme ça on pourra avancer sur ces sujets-là. Bon, RTE, il y en a, ils pensent peut-être à la RTE 2012. Non, la 2012, c'était de l'énergie. La réglementation et technique de l'énergie, la 2012, la 2020, la 2022, je crois. Non, c'est pas du tout ça. En fait, la RTE, pour ma part, mais ce n'est pas ma seule exception. D'ailleurs, je ne suis pas l'auteur. Hier, on me disait qu'on allait me verser des royalties pour ça, donc je vois bien, mais je n'en suis pas l'auteur. La RTE, elle est très étroitement liée à la RSE, parce qu'en fait, c'est la responsabilité territoriale des entreprises. Donc,
on considère qu'une entreprise, enfin, si on considère qu'une entreprise naît sur un territoire, elle a forcément joui des infrastructures du territoire et de tous les dispositifs, quels qu'ils soient, hein, d'accompagnement, de financement, d'institutions publiques, même des infrastructures pour les familles des collaborateurs, etc. Enfin, je vous en passe, c'est les meilleurs. Donc, un territoire offre forcément un cadre, et ce cadre, s'il est d'autant plus propice à l'épanouissement de l'entreprise, eh bien l'entreprise, elle doit aussi prévoir de, en quelque sorte, rendre au territoire. Et c'est donc une extension, finalement, de la RSE, de la responsabilité sociétale. Ça fait partie de la RSE, en quelque sorte, sauf qu'elle est beaucoup plus centrée sur le local, sur l'ancrage local de l'entreprise. Et aujourd'hui, finalement, ce qu'on essaie de faire, nous, quand on accompagne un projet naissant de start-up, c'est de lui faire prendre conscience de ces enjeux. C'est-à-dire que si, d'autant plus que souvent, on fait des greffes d'entreprises qui nous viennent de l'étranger et qui s'implantent chez nous pour créer finalement le siège de la filiale qui sera celle d'origine, de l'entreprise d'origine. Je ne sais pas si j'étais clair, mais donc pour dire que là, ça s'applique encore plus fortement. En quoi le territoire a aidé à l'implantation et en quoi cette entreprise, dès lors qu'elle va générer de la valeur et donc des richesses, elle les partage pas uniquement avec nos collaborateurs qui sont en première ligne, évidemment, c'est eux qui créent la richesse, mais ils ne la créent pas que pour l'entité, que pour l'organisation dont ils dépendent et pour laquelle ils travaillent, mais aussi pour le territoire lui-même, en prenant part soit à la vie de la cité, soit à la vie associative, soit tout simplement à aider à rénover une école, créer un square. Enfin voilà, c'est ça la RTE. Et je trouve que conjugué à la RSE, et puis aussi, bon, pardon pour tous ces acronymes, mais à la QVT aussi, parce que la QVT, il ne faut pas penser que le baby-foot ou la table de ping-pong, c'est suffisant, hein, c'est largement pas suffisant, c'est pas ça la QVT. Hein. La QVT, c'est tout ce qu'on est capable de mettre en place et qui nous met en prise directe avec tout notre écosystème. Et c'est là que la RTE prend tout son sens. Merci Franck. On en viendra avec la QVT, mais je pense que Christian nous fera un beau focus d'aller au-delà du réglementaire QVT et par rapport à donner du sens. Amandine, ouais, il nous parle de RTE, donc ça va avoir de l'impact positif, que ce soit territorial, on va dire climatique ou social. Hein. On parle d'association, d'inclusion, de diversité. Ça peut être des stagiaires, ça peut être, comme tu disais, financer des associations ou aider des associations à faire des choses. Toi, avec Uditopia, vous travaillez toute une chaîne et après, on passera la main à Isabelle sur la partie handicap et autres, et notamment sur sa fresque ou les autres outils hein, que tu utilises. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, voilà, par rapport à cette RTE, cette RSE, comment, avec les différents outils que vous mettez en place et vous développez et vous organisez aussi, comment ça peut se mettre voilà, en exergue dans les entreprises? Alors, nous, ce qu'on fait chez Udetopia, c'est qu'on essaye de rester en local, c'est-à-dire travailler avec des entreprises en local pour pouvoir développer comment dire, leur appétence à travailler avec les voisins, les riverains, toutes les parties prenantes. En fait, la RSE, elle a pour objectif de travailler avec tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les écoles et le CNRS, par exemple, que travailler avec sa propre mairie du coin, que travailler avec la ZAC, la zone d'activité dans laquelle est implanté le bureau, comme travailler avec des ONG qui sont à côté, que ce n'est pas forcément des grandes ONG. Et donc, de rappeler aux entreprises qu'elles ont un territoire de jeu qu'elles ont souvent oublié, parce que souvent, elles ont envie de faire un petit peu ce qu'ont fait les anglo-saxons, devenir tout de suite international, devenir aller monter à Paris, partir à l'étranger, etc. rapidement. Et c'est un petit peu le rêve américain des startups que moi j'ai aussi beaucoup côtoyé. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on essaye de rapatrier. On est tous chez Udetopia des formateurs et des animateurs déjà. On fait aussi beaucoup de facilitation et on fait plein de choses sur l'intelligence collective parce qu'on s'est aperçu que l'émotion, c'est important et que la RSE, c'est pas que du réglementaire, c'est aussi donner du sens et avoir envie de retravailler sur notre territoire avec les copains d'enfance, avec plein de choses comme ça qui sont vraiment à portée de main. Et donc, travailler sur un territoire, c'est aussi se dire des solutions, elles sont
en bas de chez moi, même si mes collaborateurs n'étaient pas trop partants pour faire du covoiturage, en fait, on fait faire des covoiturages avec l'entreprise d'à côté parce qu'il y a 5 ou 6 collaborateurs qui viennent et qui font exactement les mêmes trajets. Et moi, c'est des choses que j'ai expérimentées dans des entreprises à la fois très grosses ou très petites, mais qui sont capables d'ouvrir le champ des possibles sur les autres et pas que sur les clients, les collaborateurs. Ce qui est souvent, on va dire, l'habitude acquise, c'est de rester sur les 2 parties prenantes principales qui sont les clients prospects et les collaborateurs, et point. Parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose. Mais en fait, la RSE, c'est bien plus large. Et oui, on se réintéresse à tout l'écosystème qu'on a, parce que finalement, c'est l'écosystème aussi qui va donner des solutions. L'entreprise, souvent, elle dit, mais nous, ça ne nous concerne pas, mais nous, on ne peut pas faire ça. Et en fait, on s'aperçoit que la réponse à cette question, soit c'est un collaborateur qui était motivé, qui avait envie de le faire et qui a la joie tous les jours de faire le tri des papiers parce que c'est son truc. Parce que des fois, il y a des gens qui ont un sujet qui les intéresse particulièrement. Et du coup, cette personne, on va lui donner toute sa place. Mais ça peut être aussi le fait de dire, il y a tel ou tel sujet qui sont très compliqués à faire. Et on va les faire avec les riverains, les voisins, d'autres entreprises, peut-être même des concurrents, notamment quand on travaille sur des marketing de l'offre. Là, ça arrive assez souvent qu'il y ait un blocage parce que dans la chaîne de valeur, on ne sait pas comment on va modifier ça. Il va falloir faire de la coopération et c'est de la coopétition et non plus de la compétition, ce qui change complètement la manière de réfléchir, le business tout court. Donc la RSE, ça amène à la fois tout ça et une réappropriation du territoire. Il y a beaucoup d'entreprises, moi je travaille beaucoup à l'international et c'est vrai que quand j'étais ici, je me dis, mais en fait, moi-même, je m'aperçois à quel point je suis déconnectée même du territoire ici. Et j'ai des réflexes plus européens quasiment parce que et je me suis aperçue à quel point cette espèce de culture qu'on a eue à un certain moment nous influence encore aujourd'hui notre façon de réfléchir, la façon de faire de la RSE qui finalement n'est pas très locale. Et de ramener la RTE sur le terrain, c'est important parce que c'est là où on va trouver des solutions qui ont du sens parce qu'elles sont faciles à faire, concrètes à faire et finalement elles embarquent tout le monde autour. Merci Amandine. Donc, tu nous as bien expliqué les choses. Tu n'es pas forcément entré dans le détail des outils, notamment, enfin, sur la partie fresque. Mais je vais juste faire un petit tour et on fera la passerelle avec Isabelle. Donc, il y a différentes fresques. Il y en a une bonne dizaine. Tu vas du climat à la RSE, au numérique, voire à la com aussi, l'impact qu'on a au niveau communication. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça met en évidence l'impact qu'on peut avoir et en tout cas les connexions qu'on a avec notre territoire, avec l'externe et l'interne. Et donc, c'est des outils hyper intéressants, mais qui nécessitent après un accompagnement, hein, clairement. Et donc, c'est vrai que Isabelle, toi, tu fais pas mal de choses au niveau du handicap en utilisant une partie de ce style d'outils pour voir comment mieux intégrer, j'imagine, en interne et en externe, le handicap. Donc, effectivement, la fresque du climat, elle a inspiré, je crois, plus de 70 fresques. Hein. Donc, Alors, on est même presque à 100. Ah oui, voilà. Donc, il y a énormément de fresques, Donc, mais au niveau parce des que fresques, il y a ce qu'il faut. c'est un outil qui est ludique, créatif et qui est quand même très court. Donc, c'est une vraie aussi opportunité pour les entreprises parce qu'en 3 heures, on peut aborder beaucoup de thématiques. Et donc, sur le sujet du handicap, on va vraiment mettre en lumière le parcours de vie d'une personne en situation de handicap avec tous les écosystèmes. Donc, l'impact au niveau des professionnels, l'impact de la personne elle-même, des aidants, de la famille. Et donc, ça permet d'avoir cette vision commune, d'avoir un vocabulaire commun pour pouvoir mieux échanger et mettre en place des projets. Et après, il y a cette partie un peu de débriefing où on parle effectivement des émotions, hein, parce que les émotions ont quand même un impact sur la mise en action. Donc, on parle des émotions et on les accepte. Et après, on invite les gens à réfléchir, à avoir des pistes d'action. Et aussi, donc ça rejoint ça, c'est à mettre en lumière l'existence sur le territoire. Dans le domaine de la santé, du handicap, en fait, il existe énormément de choses. Mais même moi, je suis professionnelle de santé, je m'y perds tellement il y a d'offres. Et grâce à ces ateliers, ça permet de faire marcher l'intelligence collective et les gens sur des thématiques très spécifiques parce qu'on peut orienter et travailler sur des thématiques spécifiques peuvent proposer des solutions. Nous aussi, hein, en tant que facilitateur, on peut aussi dire il existe ça sur le territoire parce qu'on estime qu'il c'est pas la peine d'inventer la roue quand elle existe, autant la réutiliser. Et après, on invite à passer à l'action et ça, on va aussi les accompagner. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, dans les exemples qu'on pourrait donner, parce que l'idée aussi, c'est, on parlait aussi de la communication.
Moi, je trouve que c'est important, en tout cas, de réfléchir à la communication sur ces sujets-là, dans le sens où ça doit être montré comme de la recherche de solutions, de l'innovation pour inspirer les autres. Il ne faut pas que ça soit du social washing, mais ça, c'est hyper important parce que derrière, quand une entreprise se dit, bah, moi, j'aimerais aller plus loin, mais qu'elle n'a pas d'exemple, bah, c'est compliqué. Tandis que là, si une entreprise parle de ce qu'elle a fait, comment elle le fait, voilà, et que les messages sont clairs, et voir, pourquoi pas, créer des partenariats. Est-ce que je peux venir vous voir? Comment vous avez mis ça en place? C'est hyper intéressant. Et puis, je pense aussi Voilà. de rendre simple les choses. Parce qu'en fait, Ah oui. comme toute chose qu'on ne connaît pas, on a des a priori. Et on a Ben, l'impression que, ouais, on est une petite entreprise, on ne peut pas intégrer du handicap parce que c'est compliqué, c'est très réglementaire, ça va augmenter les coûts. Voilà, donc c'est et le aussi de rendre préjugé accessible aussi. les sujets, en fait. C'est Oui. plus accessible Oui. que Ben, ça d'a rejoint la priori, quoi. culture. La culture en lien avec Ouais. la santé ou le handicap, on crée énormément quand même de stéréotypes, de préjugés, et ce qui amène à de la discrimination. Donc voilà, c'est doucement comment on reprend et comment on teste. Et on parlait de l'inclusion. Le champ du handicap, c'est très très vaste, hein. Moi, les entreprises qui disent on est inclusif sur tous les domaines, oh, bravo. Parce que même nous, on va mettre en place un événement le 2 octobre. On dit on va faire au mieux pour être le plus inclusif possible. Et c'est déjà bien, et c'est de se dire bah, comment on passe les étapes, comment on avance et comment on met en place les choses. Et c'est grâce à l'intelligence collective, souvent. Moi, je voudrais juste amener un exemple, enfin deux exemples. La première, c'est que dans les fresques, il y en a plein. La fresque de la diversité, elle permet d'ouvrir le champ des possibles. La fresque de l'égalité, elle met en avant les espèces de disparités et d'erreurs qu'on fait entre les hommes et les femmes, et on s'en aperçoit pas parfois. Et donc, ça permet aux entreprises de reprendre un sujet spécifique de manière très concrète. Les exemples d'inclusion que moi j'ai vus dans des entreprises, j'ai Balto pour ne pas la citer parce qu'en fait, il y en a plein qui font ça aussi. Mais en tout cas, moi, je l'ai vu vraiment. Sur un plateau de 70 personnes, il y avait à peu près 50 personnes qui venaient de pays différents. Et le management avait décidé que pour inclure cette culture internationale, c'était de faire parler tous les vendredis une personne qui présentait son pays et qui venait avec des exemples de plats préparés pour nous faire goûter les spécialités de chaque pays. Je trouve qu'on pourrait très bien le faire au niveau français avec une entreprise locale qui va avoir un breton, un corse, etc. Et ça a l'air de rien, mais en fait, ça permet de valider la différence culturelle, l'origine, etc. Mais on pourrait le faire aussi avec quelqu'un du handicap qui expliquerait tout à fait naturellement son handicap. Là, on avait une Brésilienne qui traversait les couloirs d'ingénieurs vraiment spécialisés dans du code. Elle était tout ce qu'il y a du Brésil, hein, avec des grands ongles magnifiques, les seins bien en avant. Et ben, on se disait, les ingénieurs, il va falloir qu'ils soient bien calmes pour pouvoir la recevoir. Et par ailleurs, une autre personne qui était voilée jusqu'au bout, et ben, tous ces gens se parlaient sans aucune problématique de différence. Pourquoi? Parce que le management avait vraiment mis en place cette façon totalement ouverte de communiquer et de finalement trouver les différences beaucoup plus intéressantes et pleines de richesse. Et c'est ça qui apporte aussi le bonheur. Et ce que je trouve intéressant pour donner la parole à mon voisin de gauche, c'est que justement la partie fresque, elle travaille sur l'émotion. Et pourquoi marchent très bien ces fresques? Le climat, elle est faite pour vous faire peur, entre guillemets, pour déclencher l'urgence. Il y a des fresques qui sont faites pour être plus spécifiques à des métiers. Quand on travaille sur la RSE, c'est pour dire, OK, on a compris le climat, maintenant on va le mettre à l'intérieur de l'entreprise. Comment on va faire? Et puis, on va avoir des fresques plus métiers, des fresques de l'eau, des fresques de l'océan, etc., qui vont permettre de focaliser sur des points vraiment très précis. Pourquoi on fait ça? C'est parce que justement, il y a de l'émotion derrière. Et chaque fois, avec les fresques, soit on a un effet un peu surprise, et puis en fait, on va expliquer effectivement la courbe du deuil, etc. Et ce que je trouve génial, c'est que justement, on va se servir du sens, de l'émotion, etc., pour faire bouger les gens à travers finalement 3 heures d'explication, mais qui vont être extrêmement riches en termes d'émotion. Je ne sais pas si tu peux enchaîner là-dessus. Christian, ouais, si tu peux, on t'a mis le strapontin là, hein. L'objectif, parle-nous vraiment de cette gestion des émotions globales, mais surtout comment faire. Parce que là, on a parlé d'outils, on a parlé d'éléments auxquels il faut constituer. Comment on fait pour faire que chacun trouve sa place et son épanouissement dans l'entreprise? Alors, la première étape, en fait, c'est de mettre la sécurité psychologique dans l'entreprise. C'est-à-dire permettre à chacun d'être dans sa singularité complète pour qu'il puisse s'exprimer pleinement. Voilà, c'est la première étape. Alors, il y a des problématiques parce que quand on est dans des cultures différentes, on a des fonctionnements différents.
Et puis, on va être heurté à un moment donné, inconsciemment, sur un comportement, inconsciemment sur une réflexion. Et c'est là où il faut s'affranchir finalement du jugement que l'on porte naturellement. Parce que quand on est dans le jugement, eh ben, ce n'est pas une bonne attitude. Et du coup, on va agir ensuite par rapport à notre croyance et par rapport donc au conflit émotionnel qu'on a vécu. Hein, quand on va voir une personne handicapée, ça va peut-être nous renvoyer quelque chose. Et du coup, on ne va pas être dans la bonne attitude. Donc, c'est la première étape. Voilà. La deuxième étape, c'est d'aider les gens à pouvoir être ensuite dans leur singularité. Parce que dans la vie de tous les jours et depuis qu'ils sont tout petits, ils n'ont pas pu l'être forcément. Ce qui fait que mécaniquement, ils ont des mécanismes de défense. Et de défense et également d'attaque pour pouvoir se défendre. Parce que dans la loi de la nature, c'est soit on attaque, soit on fuit. Donc du coup, il faut faire ça. Et une fois qu'on a mis ça en place, il va falloir jouer sur cette émotion collective qu'on a réussi à créer parce que une fois que vous avez réussi à vous exprimer pleinement, vous êtes écouté, ce qu'on expliquait tout à l'heure en fait avec Steve Jobs, ben, quand vous êtes totalement engagé, vous êtes joyeux, vous êtes enthousiaste, vous participez, vous êtes dans un engagement complet. Et ça, c'est magique en fait, hein. Et il va falloir jouer sur cette émotion collective que l'on a créée au niveau du groupe pour la faire durer et en même temps pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres comportements qui sont en train de nous bloquer. Voilà. Donc, moi, j'aime pas trop qu'on joue sur les émotions négatives, comme certains disent, et il n'y a aucune émotion négative. Il n'y en a que des désagréables, mais pas négatives. Parce qu'en fait, quand on joue sur la peur, si la peur s'installe chez la personne, je ne sais plus qui le disait, mais on gouverne son âme. C'est Machiavel, voilà. Donc, en fait, jouer sur les peurs, et c'est ce qu'on a systématiquement à la télé aujourd'hui, c'est très dangereux. Voilà. Et puis, on ne se projette plus dans un futur où on a envie d'y être. Donc, du coup, on n'est même plus enthousiaste pour avancer. Donc, il faut faire très attention sur la peur que l'on va engendrer chez la personne. C'est bien, je pense, de faire prendre conscience, et les fresques font prendre conscience de plein de choses. Et puis, en même temps, c'est un travail collectif. Donc, c'est une découverte. Donc, ça, c'est magique. Mais ne jouez pas trop sur les peurs. Voilà. Franchement, ce n'est pas la bonne attitude. Merci, Alors, je Christ. voudrais revenir sur la notion de l'inclusion. Si vous voulez aller très loin dans l'inclusion, il faut évidemment stopper le jugement, stopper le regard que l'on peut avoir soi-même sur les autres et le regard des autres sur soi. Voilà, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Une fois qu'on aura mis en place cette sécurité psychologique dans l'entreprise, on pourra inclure tout le monde. Tout le monde pourra d'être dans sa singularité et à partir de là, s'exprimer pleinement et on bénéficiera de tout le potentiel, de toute l'intelligence de tout le monde qu'on mettra au service du collectif. Voilà. Ouais, et puis qui nous permettront de mettre en place des outils ou des accompagnements numériques ou humains pour faire évoluer tout le monde et Et donc, continuer on d'engager, aura quoi. la qualité de vie au travail. Parce qu'une fois qu'on se est bien soi-même, qu'on est bien et qu'on est content d'aller travailler avec les autres, que l'on n'a pas peur de ce que les autres vont dire, que si jamais ils disent quelque chose, même contre nous, on comprend qu'en réalité, ce n'est pas contre nous, mais c'est par rapport à leur propre schéma de fonctionnement. On va plus être en agressivité les uns envers les autres. Si on est heureux d'être ensemble et de collaborer ensemble, on va coopérer naturellement et on va être bien. Et on n'aura pas besoin du baby-foot uniquement. Ça peut être sympa d'avoir un baby-foot, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, hein, mais ce n'est certainement pas la solution pour l'entreprise. Voilà. Voilà. À part si on n'a que des collaborateurs qui sont à fond sur le baby-foot, mais bon, Même pas, ils c'est risquent dur. de se déchirer l'un contre l'autre par rapport à une équipe. Et puis, il faut trouver du temps pour qu'on puisse faire une partie à 4. Si on est 4 à le faire, vous en double. Et dans ce cas-là, ça veut dire que quand on trouve du temps pour faire à 4, il ne faut pas qu'il y ait un projet, on parlait tout à l'heure des dates qui sont importantes, qui risquent de déraper, parce que sinon, il va y avoir de la culpabilité qui va s'installer. Il va y avoir un mauvais regard en disant, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont en train de perdre du temps, ils devraient avancer. Et donc, c'est très compliqué, ce sujet. Voilà. Hein? On peut aussi caricaturer l'attitude du fumeur qui va perdre 10 minutes à chaque fois qu'il va aller descendre fumer la clope, hein. Alors, là-dessus, c'est énorme parce que 6 clopes à 10 minutes, ça fait 1 heure dans la journée. Mais il y a un bénéfice secondaire pour l'entreprise avec le fumeur, au même titre qu'on a avec la cafétéria. C'est-à-dire que c'est un lieu de partage où il va y avoir des gens qui ne se retrouvent pas en général et qui vont pouvoir échanger de l'information. Mais si on enlève ça, bien évidemment, c'est une perte immense de temps travaillé. Par contre, peut-être que la personne a besoin
de pause. Mais à ce moment-là, il ne faut pas non plus qu'elle regarde sa montre en disant, moi, ça y est, j'ai fait plein de pauses dans ma journée et je m'en vais. Il n'y a pas un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver. Ce que font assez bien les jeunes quand même. Je voudrais revenir sur l'engagement des jeunes. Moi, je pense qu'en fait, les jeunes sont engagés. Ils sont engagés différemment par rapport à notre génération. Et il ne faut pas penser qu'ils ne le sont pas. Ils ont envie d'avoir du sens, et je trouve ça magnifique. Ils ont envie d'avoir un équilibre de vie perso et pro, et je trouve ça très bien. Par contre, ils veulent des responsabilités, donc c'est génial. Bon, ils sont en apprentissage aussi, donc il faut qu'ils acceptent également des contraintes. Il faut qu'ils acceptent qu'on puisse leur dire c'est pas ça, et il faut qu'on leur fasse confiance également, parce que notre management est quand même trop lié sur le temps passé et puis sur le moyen de faire, et non pas sur le résultat. Et il faut qu'on revienne sur un management où on est sur le résultat, plus que sur le temps consommé, où il y a du présentéisme pour rien. Oui, ce que disait un peu Olivier, c'est-à-dire donner des objectifs avec des dates et faire confiance. D'abord, on le sait en tant que manager, en général, si on attend à ce que son collaborateur fasse, on va dire, la prestation de la même façon que lui, on a peu de chances d'y arriver, ou en tout cas, on aura des clones et qui ne seront pas autonomes. Donc ça, c'est une partie à lâcher aussi. Mais tu as totalement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes générations sont beaucoup plus autonomes sur pas mal de choses, donc il faut leur laisser de l'autonomie, mais il faut leur expliquer aussi qu'ils ont quelques devoirs et responsabilités et qu'ils oublient par moment, et ça, c'est plus compliqué à leur faire passer. Alors, la confiance n'exclut pas le contrôle, hein. On est d'accord, voilà. Et c'est Einstein qui disait qu'en fait, vouloir un résultat différent en reprenant exactement le même schéma de pensée, c'était impossible. Donc, c'est bien la diversité, pour revenir sur l'inclusion et la diversité, parce que c'est ce qui nous permettra en fait de trouver des nouvelles solutions, d'innover, de progresser et d'avancer, quoi. Merci Christian. Avant que chacun fasse une petite conclusion, je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question ou autre dans l'Assemblée. Allez. Déjà, merci pour l'invitation et pour ce débat très instructif et enrichissant sur un sujet d'actualité dans le parcours entrepreneurial, hein, notamment tout ce qui est RSE. Moi, je trouve qu'il y a quand même un mot qui est important quand on parle d'impliquer et d'engager. Je pense que le précepte à venir, c'est d'être concerné. C'est d'être concerné. C'est-à-dire, on peut être impliqué et engagé dès l'instant, on peut le revoir, bon, j'ai un peu l'immobilier avec la rénovation énergétique, mais il y a ce besoin d'être concerné. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas concerné par tel ou tel sujet, notamment la RSE, hein, qui est capital et essentiel, je ne pense pas qu'on aura le retour à ce niveau-là. Impliqué, engagé, c'est primordial. Mais si vous n'êtes pas concerné, et je pense qu'il y a un gros travail à faire sur ça, pas que, mais de façon pour impliquer justement tout le monde sur un challenge qui nous concerne tous, il faut être concerné. Alors, c'est toujours l'éternel débat du bâton et de la carotte. À titre perso, je préfère la carotte. Je pense qu'il faut mettre de la pédagogie essentiellement. On a des acteurs formidables qui œuvrent. Donc vous avez le plus bel exemple sur le terrain au quotidien, hein, avec une expérience avérée dans les domaines. C'est de l'humain avant tout. C'est remettre, je dirais, l'humain au centre des débats. Et pour ça, il faut qu'ils se sentent concernés. On a des tas d'exemples politiques, économiques, financiers, etc., qui permettent de montrer que dès l'instant où on se sent concerné, on s'engage et on s'implique. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. L'implication, c'est pas bon. Il faut être engagé. Quand on est impliqué, on donne de sa personne et du coup, on va avoir du mal à vivre ce qui risque de se passer, où on n'est pas d'accord avec nous, où on va nous dire non, où le projet va s'arrêter. Et donc, du coup, l'implication, on y met ses tripes. Et quand on y met ses tripes, à part pour le chef d'entreprise, qui lui, de toute façon, c'est sa vie, hein, c'est compliqué parce que l'entreprise n'est pas la vie de la personne. Par contre, être engagé, c'est absolument essentiel. Et puis, j'ai oublié le terme que vous avez dit avant. Concerné. Concerné, c'est la première étape. Voilà. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Non? On va faire chacun votre petite conclusion ou perspective des mois prochains. On ne va pas aller en année parce que personne ne sait ce qui va se passer dans un an ou deux. Donc, déjà dans 3 mois, allez, micro. on va faire dans l'ordre. Merci Amandine. Alors, ce ne sera pas une conclusion, je préfère les mises en perspective, parce que je suis un optimiste, et je resterai toujours un optimiste. Moi, je vais retenir un mot
que j'ai entendu de la bouche de Michel Pugliese, qui est là, c'est pédagogie. La pédagogie, qu'on peut parfois aussi mettre en lien avec la didactique, même si ce n'est pas exactement la même chose, c'est un élément clé pour ce que j'appelle les médiums, c'est-à-dire finalement ceux qui transportent les connaissances, quelles qu'elles soient, de mise en pratique, de- d'hab- d'hab- d'habilité, de compétences donc. Et on en revient à la formation. Et ce que je note aujourd'hui, et ce qu'on va nous s'efforcer à faire dans les semaines, les mois qui viennent, c'est justement d'essayer de toucher ces médias, ces médiums, que sont donc en première ligne les formateurs, parce que sans formation, ça va être compliqué, hein, de doter de compétences les uns et les autres. Et là, il n'y a pas de frange ni de tranche d'âge. Tout le monde est concerné, finalement. Euh, Là, on s'aperçoit que le Covid a beaucoup abîmé les choses, notamment dans cette relation glacée que nous avons à travers les écrans. Et on se sent assez peu concerné parce que, en général, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, allez, une demi-heure maximum, ben, on coupe la caméra et on va soit se fumer la clope, soit prendre le café, soit faire autre chose. Donc, nous, ce sur quoi on travaille, même si j'avais aussi des choses à dire sur le handicap, et je vais faire vite un aparté sur le handicap. On a aussi répondu à un appel à projet de la GFIP sur la formation des référents handicap dans les centres de formation, justement. Et spécifiquement dans le traitement des troubles 10. Bon, on n'a pas été retenu, c'est pas grave, mais c'était assez intéressant parce qu'on essayait de conjuguer une réponse qui provenait de solutions de startups qu'on avait accompagnées. Donc, parenthèse terminée, je reviens au Learning Lab. Le Learning Lab, qui naîtra bientôt, je l'espère, dans nos locaux à la Cité de l'Innovation et des Savoirs Marseille, c'est un moyen pour des formateurs de venir tester et se challenger sur leurs réflexes pédagogiques, à savoir de la phase d'ingénierie de leur contenu jusqu'à la dispense, avec dans les modalités la possibilité de le faire en full présentiel, en hybride et en full distanciel. Parce que nous ne pouvons pas traiter de la même manière les apprenants à distance comme les apprenants en présentiel. Et ça, c'est une idée reçue. Parce qu'aujourd'hui, la technologie nous le permet. Le tout est de savoir comment on adapte finalement son approche pédagogique dans sa globalité pour avoir des apprenants concernés. Alors justement, nous, on a mixé pas mal de choses parce qu'en travaillant avec les outils des fresques, maintenant, on mixe à la fois des fresques, des fois de la vidéo, des fois on improvise des ateliers parce qu'on voit que les personnes qui sont en face de nous suivent plus au bout de 15-20 minutes. Effectivement, c'est le 15-20 minutes fatidique où là, on sait qu'on va être tout seul si on continue à parler comme ça. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je me suis dit, en fait, il faut que je joue parce qu'à travers le jeu, il y a du plaisir. Ouais, alors du coup, souvent, j'utilise beaucoup les post-it, les vitres. Moi, j'écris beaucoup sur les vitres, alors ça les étonne beaucoup. Mais en fait, c'est intéressant parce que plus on mixe les outils et les façons de faire, plus on rend les choses un petit peu en dehors du cadre et plus c'est intéressant. Donc ça, c'est pour la partie formation. Mais c'est vrai que nous, on est très optimistes aussi parce qu'on s'aperçoit que les solutions, elles viennent de partout, à tous les niveaux, les collaborateurs. Et être concerné, c'est se dire, j'ai compris un sujet, je vais me l'approprier et en fait, je vais faire une action que je sais faire aujourd'hui et je vais l'appliquer là tout de suite parce que ça, je sais le faire. Même si peut-être plus tard, j'aurai besoin d'une formation complémentaire. Mais souvent, ce qu'on leur dit, c'est quand on a travaillé sur la RSE, par exemple, je leur dis, mais en fait, c'est pas conceptuel, c'est maintenant tout de suite. Vous êtes comptable, qu'est-ce que vous faites demain pour mettre un peu de RSE dans votre métier? Choisissez un ou deux sujets, pas 45, quelque chose de très concret. Et à partir du moment où on fait ça, alors on se sent concerné parce que justement, on sait adapter à son propre métier, à son propre quotidien, des grands concepts généraux au départ qui finalement sont extrêmement concrets. Et si en plus, on arrive à mettre des chiffres dessus, alors là, c'est extraordinaire pour le responsable RSE qui va en plus alimenter à la fois de chiffres, de faits, des choses qui ont été expérimentées sur le terrain et qui, au bout d'un an, donnent des résultats. Donc, être concerné, c'est important. Oui, être plus fun dans la formation, je pense que c'est super important, être créatif. Et ça permettra de donner
un peu de lumière et un peu de joie de vivre à l'ensemble des gens qui se mettent en marche autour du climat et de la transition écologique. Alors pour la qualité de vie au travail, je dirais avant tout, c'est la charge mentale qu'il faut diminuer, regagner du temps. Et si on diminue notre charge mentale, on va regagner du temps, tout comme si on prend le bon sens, parce que c'est ce qui manque beaucoup aux entreprises, c'est travailler avec le bon sens. Voilà. Et on peut trouver du coup dans le bon sens. Tu as donné des exemples tout à l'heure pour trouver des solutions avec des sociétés à côté. Et ce n'est pas uniquement en interne et à trois. Voilà. Donc en fait, c'est important. Une fois qu'on aura travaillé ça, je pense que les entreprises auront des salariés qui sont beaucoup plus engagés et beaucoup plus heureux. Voilà. Merci, Christian. Bah, merci beaucoup pour ce moment. Et bah, pareil, moi, je ne vais pas conclure, mais je vais vous inviter le 2 octobre à la Maison départementale de lutte contre les discriminations dans le 6e à Marseille pour un événement qui est porté par l'association Solaire. Donc, il y aura 2 fresques, donc pour les adultes et une pour les jeunes, qui sera d'ailleurs animée par nos jeunes ambassadeurs, parce que l'idée, c'est de sensibiliser dès le collège et le lycée et de les rendre acteurs, hein, parce que nous, on veut vraiment qu'ils agissent. Il y aura aussi des rencontres vivantes. Donc, comme ça, il y a des témoignages et il y aura la thématique aussi sur l'insertion professionnelle. Et bah, voilà, c'est pour nous, le mieux, c'est les témoignages des personnes. Et c'est un peu l'idée de cet événement du 2 octobre, de se retrouver, d'échanger, de se rencontrer, un peu comme ici. Voilà, merci. Merci. Merci Vincent pour cette opportunité. Merci à tous ces intervenants. J'ai appris beaucoup de choses, donc je suis content d'être venu. Moi, ce que je remarque, c'est que finalement, on parle de changement, de conduite du changement, en fait, hein. Et j'aime beaucoup l'idée de singularité, de sécurité psychologique dans l'entreprise, parce que c'est fondamental pour pouvoir accompagner les changements. Et ça, on se rend compte que si on monte d'une couche, on parle des collaborateurs, mais au niveau du management, c'est aussi un vrai changement pour le manager. Ça veut dire que derrière, il doit être beaucoup plus... En fait, ça demande beaucoup d'humilité d'être dans le changement, de l'exemplarité. Généralement, une des valeurs qui ressort quand on veut accompagner le changement, c'est le droit à l'erreur. Et le droit à l'erreur, ça veut dire que si on le demande à ses collaborateurs, en tant que manager, il faut que je sois capable de le faire. Et dans la sécurité psychologique aussi, c'est de se dire, quand j'ai un problème, quand j'ai une difficulté, je dois montrer, moi, en tant que manager, que je suis capable de le faire. Si je ne suis pas capable de le faire, évidemment, mes collaborateurs ne le feront pas. On parlait de bien-être, de qualité de vie au travail. Comment on peut demander à ses collaborateurs de la qualité de vie au travail si moi-même, je pars à 21h30 tous les jours? Ce qui sous-entend auprès de tous les collaborateurs que si je veux être un bon, il faut que je parte à 21h30. Voilà, donc à un moment, il y a un côté exemplarité qui est très, très fort. Et je trouve que dans le changement, ça demande énormément de courage aux managers de se remettre en question parce qu'on peut demander aux autres de changer, mais tout changement, on sait que ça commence d'abord par soi, quoi. Voilà. Et voilà, moi je trouve que c'est une démarche qui est très courageuse quand un manager commence à entreprendre quelque chose de nouveau dans son entreprise. Merci Olivier et merci à tout le monde pour ces différentes on va dire, interventions. On ne peut pas être exhaustif hein, sur ces sujets, on pourrait rester 3 heures. Voilà, c'est pour ça qu'on fera des focus sur des sujets en particulier. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que clairement, changer, moi je parlerai plus d'évolution parce que changer c'est toujours compliqué, que ce soit pour soi-même ou pour les autres. Donc d'évoluer, mais en tout cas, comme tu le disais Olivier, c'est quand même se remettre en question globalement. Il y a de l'émotion, il y a de l'accompagnement, il y a des outils à mettre en place. Et si on parle vraiment de diminuer la charge mentale, mieux respecter les uns les autres, ça nécessite d'utiliser des outils, des techniques. Mais voilà, notamment l'IA, ça va nous permettre, c'est peut-être la première technologie qui va nous permettre de moins passer de temps au travail, alors que jusqu'à maintenant, tous les outils numériques qu'on a mis, accéder à ses mails et autres, ça n'a fait qu'étendre notre plage, on va dire, de travail potentiel. Mais tout ça, il faut que ça reste dans l'humain, parce qu'encore une fois, tous les outils ne fonctionnent que si l'humain est au centre et n'aide chacun à faire que tout le monde se sente mieux. Si on parle de QVT, qu'on gère mieux nos émotions, nos charges mentales, qu'on prenne plus conscience de nos impacts, qu'on n'ait pas que de l'impact interne, on va dire, qui va dans le sens de l'entreprise, mais de l'impact pour tout le monde, mais aussi de l'impact externe avec nos partenaires et notre écosystème, on va dire, tout autour, qui soit local, voire international, hein. Il se passe en ce moment beaucoup de choses au niveau international aussi, et on voit qu'on peut avoir de l'impact.
Merci à toutes et tous. Et voilà, et rendez-vous à la prochaine conférence ou atelier sur ces sujets autour de ce qu'on appelle l'happy work pour remettre plein de mots derrière RH et RSE management. Merci.